Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Ma foi, encore une soirée de foot, retour des clubs après une trêve internationale qui nous a tous un petit peu saoulés. Et franchement, on a vécu un truc entre là la Ligue 1 et ce week-end à 40 buts. Et là, ce n'est que la première soirée. Et on a eu 43 buts, des scénarios de fou, du 7-2, du 6-2, du 4-0, franchement, du 6-1 avec le Barça. Enfin, en vrai de vrai, c'était assez fou. Enfin, je m'étais dit, bon, on va évidemment se concentrer sur le PSG, mais il s'est passé tellement de choses à droite à gauche que, alors comme toujours, on fait évidemment des soirées débrief Ligue 1, Ligue des Champions. C'était obligatoire, mais là, enfin, je reste un peu estomaqué. C'est comme un petit peu le fameux succès du PSG 2-1 sur la pelouse du Barça. Là, je me suis dit, mais franchement, c'est fort, quoi. Enfin, que ce soit le match du PSG ou ce qu'on a vécu. Alors, c'est vrai que c'est une formule avec des champions, on a plus de matchs, donc plus de chances de voir des buts. Mais franchement, ouais, t'es pas mal, hein. Je sais que 2-3 personnes m'avaient dit, le programme de cette semaine en Ligue des Champions, il me chauffe pas trop. Bah, je pense qu'il y en a qui ont eu pour leur argent parce que tu te poses devant, tu fais le match de Paris, tu fais un petit écran, un double écran avec le multiplex, t'es royal. Et c'est vrai qu'on a eu du très très beau spectacle. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je peux voir qu'il y a des nouveaux dans le chat comme Kouko qui passe pour la première fois, donc ça fait bien plaisir évidemment. On va parler de cette perf de Paris. Je... Le match contre le Barça, j'étais un petit peu en mode waouh, parce qu'évidemment, tu avais beaucoup d'absents, tu vas gagner chez un favori 2-1, tu te dis, cette équipe, elle a de la marge, elle a montré une seconde période avec tellement de personnalité, et là, ce soir, tu as tout le monde qui est pas revenu, mais tu as quand même pas mal de titulaires qui sont de retour, et même si Leverkusen, bon, on va en parler, hein, mais... Je pense que le passage post-Xabi Alonso va être extrêmement dur pour cette équipe à digérer. Enfin, c'est un peu inquiétant ce qu'on voit. Alors défensivement, certains vont dire les équipes allemandes, blablabla. Oui, évidemment, on sait qu'en Bundesliga, on laisse des espaces et qu'il y a une proportion à pouvoir inscrire des buts. Mais là, pour le coup, il y a mauvaise défense et il y a laissé des espaces. Il y a quand même un monde d'écart entre le Leverkusen, qui était une équipe intelligente, réfléchie, qui pouvait faire mal à beaucoup de monde. C'est Leverkusen-là, qui, que ce soit 11 ou à 10, bah franchement, bon courage au nouveau coach, à celui qui a pris la place, j'allais dire de Xabi Alonso, mais aussi Ten Hag, qui a fait 2-3 petites semaines et qui s'en va. Mais non, la performance du PSG, elle est bluffante. Surtout, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que l'entame est bonne. T'as des petites frayeurs défensives et je pense que Lucho il va insister là-dessus parce que le PSG a pas été impérial à concéder ce premier penalty. Bon, la main de Zabarni, elle vient parce que lui il tombe, du coup il est obligé de toucher le ballon, la main il peut pas se la couper, enfin il peut pas s'amputer le bras, donc voilà, elle intervient de cette façon-là, c'est un petit peu ridicule. L'arbitre l'a sifflé, alors je me suis dit bon, peut-être qu'il va considérer qu'il y a faute ou que la main était évitable dans ce sens. Et juste après, t'as Zabarni et Chevalier. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Zabarni parce qu'il concède 2 pénaltys, il y a un rouge, il est pas rassurant. Alors Zabarni ce soir, il va se faire tomber dessus, c'est pas dingue. Mais depuis qu'il est arrivé, je trouve quand même que c'est une bonne adaptation. On a vu qu'il a pu souffrir, notamment contre Panicelli le week-end dernier contre Strasbourg. Là, ce soir, c'est un match sans, c'est 40 minutes catastrophiques. Mais j'ai envie de dire, mieux vaut que ça arrive en match de groupe, là à Leverkusen, où tu as de la marge, que en quart contre le Bayern, en demi contre le Real, en finale contre City, et ainsi de suite, quoi. Donc au moins que l'adaptation se passe là, il y aura des hauts, parce qu'il nous a montré déjà de très belles choses. Je me souviens notamment d'un match, son match à Barcelone est pas mal, son match au Vélodrome est très bon, le match de ce soir, c'est un match sans, mais il se rattrapera. Et Chevalier, c'est vrai que Chevalier, il sort pas forcément sur ces situations-là. C'est ce qu'on lui demande. Il était un petit peu trop statique, un petit peu trop attentiste. Et pour moi, un gardien du PSG ne doit pas seulement être protagoniste dans le jeu au pied, c'est aussi être patron dans sa surface. Et il lui manque peut-être, c'est justement le match de vendredi contre Strasbourg, une entame un petit peu difficile pour lui au global. Peut-être que ça lui trotte dans la tête, mais pour moi, il peut faire mieux. Et je ne dis pas que c'est l'entière responsabilité de Chevalier, mais tout mettre sur Zabarni, tu vois, par exemple, je pense qu'il faut partager certains torts et après, peut-être qu'il y a un petit peu de passivité avant. Mais c'est sûr que Chevalier et Zabarni sont les deux où tu vas peut-être émettre quelques critiques. Bon, par contre, le but d'Alex Garcia, il peut rien. C'est un banger, ça va en pleine lucarne, ça c'est sûr. Salut également à Julio Tavares,
C'est moi le Batman, à Mouille le maillot, à Sharps, à Valou PSG, à plein de monde qui est là ce soir. Ça fait bien plaisir, les amis. Et oui, désolé, Steve. Et nos amis qui me parlent du match de hipster comme Simon. Oui, ce Keirat Almaty Paphos, on va revenir là-dessus. Je n'ai pas préparé de palette tactique, malheureusement. Mais en vrai, alors, Paphos a pris un rouge très très tôt. Mais Paphos, franchement, c'est une bien meilleure équipe que le Keirat. Le Keirat, je suis très déçu parce que ils n'ont pas tiré, enfin, ils n'ont pas eu un tir cadré en première période alors qu'ils étaient en supériorité numérique pendant 40 minutes. La seconde période, c'était un peu mieux, mais c'était pas non plus, tu vois, incroyable. Et Paphos a eu les meilleures occasions. Paphos avec David Luiz sur coup de pied arrêté. Paphos avec le but de Dragomir qui a été refusé pour hors-jeu. Franchement, le match m'a rappelé le scénario de Rennes-Lens et Paphos aurait mérité de l'emporter. Alors, ça termine sur le seul 0-0 de la soirée, c'est un match tout pourri. Tout le monde va dire oh là, les hipsters, arrêtez de nous embêter. Mais franchement, le match, tu te dis, Paphos, il y a un vrai truc. Le Kairat Almaty, c'est. Je vais pas dire que c'est le syndrome de l'imposteur, mais c'est merci, au revoir. Par contre, Paphos, franchement, je vous invite à aller les revoir parce que c'est une équipe assez intéressante. Et évidemment, salut aussi à SosoChat, la modératrice, qui vous met des petits messages. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, la totale, vous connaissez le principe, histoire de soutenir la chaîne, que ce soit sur Twitch, sur YouTube, et également en podcast. Est-ce que Paphos peut faire top 24 pour toi ? Franchement, s'il prenait la victoire ce soir, il y a un monde. Moi, l'équipe un peu surprise qui peut faire top 24, c'est peut-être Bodo Glimt, mais Paphos et Keirat, il va quand même manquer des petits trucs par rapport à d'autres équipes. Après, tu vois, des équipes qui ont des naufrages comme l'Ajax, comme Benfica. Il y a un monde où ce Paphos-là ne termine pas parmi les derniers, et c'est déjà une belle chose. Ouais, Karabakh, c'est vrai que Karabakh aussi, comme surprise, j'ai oublié de les mentionner, parce qu'eux, ils sont à 6 sur 6. Ça, c'est vrai que ça peut changer la donne, et ils peuvent rejoindre Arsenal, le PSG et l'Inter demain dans ce beau club des 9 sur 9. On va y aller, les amis, tranquillement pour le petit débrief, histoire de se projeter un petit peu sur ce qui s'est passé ce soir. Bon, là, on a eu une pluie de buts. Franchement, on a été gâtés. On a été... Normalement, ce soir, n'importe quel match tu mettais, t'en avais pour ton argent. T'avais des buts, t'avais des spectacles. Il y en a certains, on a plus tiré le gros lot. Mais c'est vrai que on a une entame de Ligue des Champions qui est très plaisante. Hein. Je sais que certaines personnes, alors évidemment, t'as vu des gros chocs dès la première journée, t'as eu ce Barça PSG, mais je me souviens, évidemment, j'avais fait un petit tweet, nous on râle, hein, quand des personnes avaient dit oh là, la soirée du mardi, c'était la deuxième journée, oh là là, c'est de l'Europa League, il n'y a rien d'intéressant. Non, mais c'est pas mal parce que ça donne une compétition très ouverte et bon. Vous savez que moi je suis pas fan de la multiplication des matchs et je pense que cette phase de groupe est un peu trop longue. Tu vois, par exemple, les matchs de janvier peuvent sauter. La phase de barrage, pourquoi pas, mais c'est quand même, tu vois, un système à rallonge pour avoir plus d'argent. Et je pense que vous n'êtes pas naïf. Plus de recettes, plus d'argent à dégager en vue. Mais au moins, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'équipes qui se prennent au jeu. Tu as des surprises. T'en as qui mettent de sacrés scores, hein, parce que le PSG a quand même mis 7-2 à Leverkusen, mais venir le PSV Eindhoven qui met 6-2 à Naples, champion d'Italie en titre, qui a fait un mercato à plus de 150 millions encore une fois. C'est pas anodin. C'est pas anodin ce qui s'est passé. On a aussi Arsenal qui, en l'espace de 13 minutes, on a collé 4 à Atletico. Et l'Inter, parce que j'ai pas envie qu'on oublie l'Inter, parce que souvent, alors quand on parle des favoris, on va peut-être dégager 2-3 équipes. Ce PSG-là, cet Arsenal-là, ce Bayern. L'Inter, on sait ce qui s'est passé la saison dernière. La perte des 3 titres, la finale avec des champions, la tarte 5-0. La question que je me pose toujours, c'est à quel point cette séquence va les affecter psychologiquement. Je trouve, on n'en parle pas assez parce qu'évidemment la Serie A n'est pas bien diffusée en France. Ils sont diffusés sur DAZN, mais on la valorise pas. Mais tu vois, ils sont à 9 sur 9 en LDC. Et en Serie A, ils sont deuxième à 1 point de l'AC Milan. Là, ils vont samedi sur la pelouse de Naples. Ça va être pas mal comme match parce que Naples qui vient d'en ramasser 6, qui retrouve son public, ça peut être assez particulier. Une équipe de l'Inter qui prend confiance, qui arrive avec pas mal de victoires, de buts. T'as pas Marcus Thuram, t'as Esposito, t'as Boni qui font le taf. Donc cette équipe de l'Inter, elle est bien plaisante, quoi. Franchement, c'est stylé, quoi.
Merci beaucoup à Jonas pour son petit abonnement. Merci beaucoup, mon pote. C'est super. C'est super sympa de ta part. La seule équipe qui peut nous empêcher de faire 2 LDC de suite, je pense, c'est le Bayern. Tu penses quoi de cet avis? J'adore ton contenu, continue, c'est vraiment bien. Bah, merci déjà pour ton message, la fin de ta phrase qui est hyper sympathique pour moi. Écoute, moi, comme je te dis, ce PSG est évidemment favori à sa propre succession. Quand tu vois qu'il y aura le retour des blessés, que peut-être il y aura un petit peu de mercato d'ajustement cet hiver pour éviter d'avoir des équipes bis à l'extrême et faire peut-être tourner un petit peu mieux en Ligue 1. Ce Bayern-là est vraiment plaisant. Je le dis depuis quelques mois avec compagnie, je trouve que l'équipe prend un très beau visage et justement c'était un pari parce que c'est un jeune entraîneur. Son passage avec Burnley en Championship était très intéressant, mais en Première Ligue c'était plus dur. Il y a eu beaucoup de défaites, il y a eu une relégation et il y avait beaucoup de confiance en lui. On se disait bon bah voilà, il peut peut-être passer le cut, ça s'est pas fait. Par contre c'était un pari de la part du Bayern à aller chercher. Et après lui il connaît le vécu d'un grand club, d'un gros vestiaire. Et j'ai l'impression que c'est un excellent à la fois tacticien et diplomate. Il fait très bien les choses au Bayern. T'es obligé de parler d'Arsenal parce que Arsenal, on sait qu'ils ont peut-être eu des blocages à certains moments clés, mais à chaque fois il leur manquait, tu vois, des joueurs importants. Gabriel l'an dernier contre le PSG. Je me dis que cette saison, c'est quand même une équipe qui a renforcé son banc, qui a un 11 vraiment épatant. Il y a peut-être encore une fois l'interrogation Gyökeres dans les rendez-vous fatidiques quand on arrivera en mars, en avril. Bon, certains vont dire dès maintenant parce que Gyökeres n'est pas assez bon. Il a marqué un doublé ce soir, mais c'est pas les buts les plus compliqués de sa carrière et au global c'est encore timide. Bon, il y en a d'autres pour qui à Liverpool, je vois ton message Arsenal, c'est vrai que c'est plus timide pour d'autres encore. C'est pour moi Gyökeres c'est le seul point d'interrogation. Est-ce que Arsenal finalement a tellement cette obsession de la Première Ligue qu'il y aura un focus là-dessus et qu'on va délaisser avec des champions? Moi je pense qu'ils peuvent réussir à combiner les deux. Faut voir avec forcément les trêves, l'accumulation des matchs, mais Arteta a de quoi faire tourner, à ce luxe maintenant de pouvoir avoir deux belles équipes, j'ai l'impression. Et comme je te dis, ouais, je pense qu'à l'instant T, tu as évidemment Arsenal, Bayern, PSG. Tu en as d'autres qui, au cours des mois à venir, quand va arriver le printemps, peut-être qu'ils montreront un autre visage. On sait jamais, hein, parce que le foot, ça peut évoluer. Le Real de Xabi Alonso qui poursuit sa mutation. Le Barça, qui reste une équipe à craindre, même si on sait que défensivement, on l'a vu depuis pas mal de reprises, il y a quand même des lacunes. Je t'ai cité l'Inter, je n'ai pas évoqué encore Liverpool, City, mais c'est vrai que pour l'instant, tu as peut-être ces trois-là qui, tu vois, se distinguent un petit peu, quoi. Et oui, comme tu l'as dit, Cassandra, compagnie qui a prolongé d'ailleurs jusqu'en 2029. Compagnie, c'est quand même un beau signe pour lui, hein, parce qu'on sait qu'au Bayern, quand t'es coach, alors évidemment, t'as un matériel de dingue, t'es dans un championnat que tu surdomines. Je vais pas dire que ton juge de paix c'est la LDC, mais des fois, t'es un petit peu en mode, bon, peut-être que c'est juste là qu'on va dire si t'es un bon ou un mauvais coach. Et des fois, même avant même la Ligue des Champions, comme Nagelsmann, tu peux te faire sauter si on sent qu'il y a quelques secousses. Mais là, j'ai rarement ressenti ça pour un coach du Bayern. Il y a eu peut-être depuis Flick, j'ai rarement senti une telle homogénéité, une telle osmose où le gars, il a pleine confiance pour avancer. Et pourtant, tu as peut-être des choses à redire au niveau du mercato, parce que peut-être tu aurais pu lui donner un peu plus de profondeur de banc, justement. On sait que le 11 du Bayern est très fort, mais au-delà peut-être de quelques remplaçants, en attendant les retours d'Alphonso Davies et Musiala à 100%, ça peut être difficile, quoi. T'as vu la stat compagnie, le premier coach depuis Van Gaal en 2010 qui prolonge avec le Bayern. Tu vois, c'est pas étonnant. Ce que je te dis, c'est que le Bayern, t'as des... Et pourtant, quand tu fais la liste des coachs, t'as eu le retour de Jupp Heynckes, t'as eu Niko Kovac, t'as eu Tuchel, t'as eu Carlo Ancelotti, t'as eu Pep, t'as eu Flick. Ah, t'en as eu du bon monde. T'as eu un intérim de Willy Sagnol, ça a bien enchaîné, hein. Et au final, c'est Vincent Kompany qui arrive d'une équipe reléguée en PL qui te fait la meilleure impression. Comme quoi, le foot, des fois, le contexte, l'environnement, ça permet de se placer là-dessus. Est-ce qu'on peut placer sérieusement Timber sur le podium des meilleurs latéraux à droite? Oh oui, bien sûr. Je pense que il fait partie de cette catégorie des excellents latéraux. Et franchement, il y a beaucoup de joueurs d'Arsenal, tu vois, quand tu fais peut-être des top 3 mondiaux, qui peuvent réussir à être dans cette catégorie. Tu vois, je pense que Gabriel, je le mets parmi les meilleurs défenseurs centraux tous les jours. Je pense que des gars comme Zoumé, Mendy, Rice, ils vont s'en rapprocher. Je pense que Saka à droite, même si Saka c'est peut-être pas le plus spectaculaire, c'est un joueur extrêmement régulier et fiable. Non, il y en a quelques-uns. Même Raya, tu vois, à son poste de gardien, c'est quand même devenu une référence. Donc il y en a du beau monde.
Saliba également, Saliba c'est vrai. Les amis, je vous propose qu'on entame nos petits débriefs en parlant évidemment du PSG. Et comme le dit Spaken, c'est 13 buts en 3 matchs pour le PSG. C'est aussi 2 victoires à l'extérieur. C'est 9 sur 9 en ayant fait Atalanta, Barça, Leverkusen. On se rappelle de ce calendrier du PSG qui était pas simple du tout sur le papier, avec un gros enchaînement. Il y a encore le Bayern à venir. Tu auras aussi Tottenham, tu as vraiment des gros morceaux un petit peu de partout pour cette équipe du PSG. Et finalement, on se disait, bon, voilà, tu as la pression, tu dois remettre ton titre en jeu, tu as beaucoup de blessés, tu as l'usure de la Coupe du Monde des clubs. Alors en Ligue 1, on a pu voir que ils ont fait tourner, qu'ils n'ont pas fait le max de points. Mais encore une fois, je me répète, il n'y a aucune alarme à déclencher. Les gars, ils sont deuxième de Ligue 1 à 1 point de l'OM. Franchement, le tableau de chasse, après 8 journées, il est très bien rempli. Et en Ligue des Champions, on sait que c'est l'objectif majeur d'aller encore une fois au bout. C'est une équipe qui fait extrêmement bien le taf. Alors, comment analyser ce Bayer Leverkusen PSG qui est un petit peu parti dans tous les sens. Ça a été un match assez folklorique, avec ça s'est rendu coup pour coup. Si tu te dis, bon, à la fin de la première période, allez, sa tête s'est soufflée, j'ai le temps d'aller me servir à manger ou d'aller aux toilettes, bim, tu prends 3 buts comme ça. Ça a été d'une efficacité redoutable. En vrai de vrai, l'équipe du PSG, elle est quand même hyper bluffante et saisissante. Tu te dis que tu rajoutes encore Dembélé à la place de Mayoulou qui fait encore de très belles choses. Tu peux mettre un João Neves, qui est pareil, parler de top 3 à son poste, lui il en est clairement un. À la place de Désiré Doué, qui a marqué un doublé, qui a été très très bon sur les 45 minutes disputées. T'as Fabien Ruiz qui va revenir, et c'est Warren Zaïre-Emery, pardon, qui revient très très bien, on n'arrête pas de le dire, mais de plus en plus je trouve qu'il traverse une bonne période. Franchement, entre son match, sa seconde période contre le Barça, contre le match face à Strasbourg, c'est un joueur qui enchaîne, qui retrouve de la confiance, de la spontanéité, des projections, des intentions, de la personnalité, et ça c'est super encourageant pour lui, parce qu'on sait que voilà, on a vu un joueur neutre, alors que justement Zaïre Emery, on l'a vu faire des choses, on se dit ce gars-là il peut t'apporter un petit truc en plus. Et après tu as eu l'émergence d'un trio milieu de terrain qui a été tellement fantastique que oui, il est passé derrière, mais ça veut pas dire que c'est un mauvais joueur, ça veut pas dire que c'est fini pour lui. Il revient bien, le passage avec les espoirs, le fait peut-être de redescendre, de changer d'univers, de plus avoir cette pression de l'équipe de France, c'est bien également pour lui. Et tu te dis que dans cette période où finalement tu as eu beaucoup de blessés, tu as fait tourner, lui il a pu enchaîner à 100%, et tu récupères un Warren Zaïre-Emery qui va pouvoir de nouveau être un protagoniste majeur en Ligue 1, rendre des services en Ligue des Champions, et c'est une excellente nouvelle. Alors ça mérite encore une fois de se poursuivre sur la durée, d'avoir de la continuité, mais ce que montre Zaïre-Emery en ce moment, c'est super encourageant. Je suis content pour lui, parce que on le redit encore une fois, il n'a que 19 ans. Dans le football, c'est extrêmement jeune. C'est pas parce qu'à l'échelle d'autres, on a vu des comètes et tout. Zaïre Emery, dans sa propre personne, ça a été aussi une anomalie footballistique de faire ça à 16-17 ans. Maintenant, il est rentré un petit peu dans le dur, mais si il peut réussir à redécoller, tant mieux pour lui et pour le PSG, et potentiellement pour l'équipe de France. Alors évidemment, derrière, t'as des latéraux qui sont toujours... Qu'est-ce qu'on peut dire sur eux, les gars? Enfin, Nuno Mendes, il y a... C'est juste estomaqué, quoi. Enfin, Nuno Mendes, c'est vraiment... il est à la fois le meilleur latéral gauche au monde, mais parce qu'il monte, c'est aussi un excellent ailier. Et alors, l'action du 5e but, si en plus le gars commence à devenir un attaquant qui fait des appels comme ça, qui réussit à tranquillement finir, qu'est-ce qu'il peut faire alors? Peut-être mieux sortir que Chevalier? Peut-être c'est ça la suite pour lui? Non, Nuno Mendes, c'est juste une claque monumentale. Son année 2025 et l'enchaînement sur les derniers grands rendez-vous en LDC avec le Portugal à travers la Ligue des Nations et son début de saison, c'est, si tu me dis que depuis 4 mois c'est le meilleur joueur au monde, je te dis oui. Franchement, il y a un monde où Nuno Mendes, il y a... Et je parle pas que de son poste, c'est Jésus de la folie. Et comme tu le dis, Steph, c'est vrai que faut se souvenir que Nuno Mendes, pareil, 23 ans, et ensuite quelqu'un qui était blessé, quoi, souvent, qui avait des petits pépins physiques, musculaires, et tu sais c'est souvent gênant ce genre
de rechute parce que tu te dis est-ce qu'il peut réussir à enchaîner. Et là franchement dans un mood où il est préservé, où il te sort des matchs comme ça pour les grands rendez-vous de Ligue 1 avec des champions, c'est tellement une arme fatale. Et bien sûr j'ai parlé juste de l'action du 5e but, mais la passe, la galette pour Pacho sur le premier, elle est juste magnifique quoi. On a vu son pied gauche là, entre sa finition, entre cette passe, son match à Barcelone, le coup franc contre Lille, il nous a offert une version de lui-même qui est fort quoi. Salut Robinho, j'espère que tu vas bien l'ami. Par contre, c'est pas bête ça, ce que dit Brandon. Est-ce que il peut avoir, Jonas, je vois aussi. Est-ce que Mendes peut avoir une trajectoire à Gareth Bale? En vrai, il y a du monde quand même devant lui, tu vois, à ces postes-là, entre Barcola, Gvara, peut-être Doué, de temps en temps Mbaye ou Lee Kangin. Mais Nuno Mendes, si tu me dis qu'à 27-28 ans, il peut se réinventer, ou même plutôt en ailier, vu ses qualités techniques, son sang-froid dans la surface, notamment j'ai en souvenir le but contre Aston Villa, enfin ouais, pourquoi pas, c'est une possibilité qui pour moi peut exister. Après ça reste quand même un défenseur de métier et il a des qualités, tu vois, de contre-attaquant, notamment pour aller chercher des Yamal, des joueurs comme ça reste une arme très intéressante pour un coach, mais c'est vrai qu'on peut peut-être lui imaginer ça. Il a quel âge? C'est un 2002, donc il a 23 ans. Tu te dis que aussi ce PSG là, on va souvent les revoir parce qu'ils ont aussi la jeunesse pour eux, quoi. Parce que Vitinha, c'est 25 ans. Doué, c'est 2005, donc c'est 20 ans. Barcola, de mémoire, c'est 2002, donc c'est 23 ans. Gvara, c'est un 2001, donc 24 ans. Mayulu, c'est 2006, donc 19 ans. Pacho, c'est un pareil 2001, 2002, il doit avoir 22-23 ans. Enfin, je sais pas si on se rend compte de la jeunesse. João Neves, 2005, c'est pas à ce niveau-là, c'est vraiment, ils ont construit une équipe pour l'avenir et un cycle à court terme avec ce qu'on a pu voir la victoire en Ligue des Champions. Mais ce PSG-là, si Lucho il reste, et il va rester à moins tu vois d'un truc qui le fasse rêver, genre de manière hypothétique, un retour au Barça parce que c'est son club, ils sont là pour un bon petit moment quoi. Franchement, ils vont réussir à te gagner encore et encore des compétitions. Alors ouais, on va juste peut-être, parce que là, c'est ma mémoire qui parle sur l'âge des joueurs, mais évidemment, on va se faire un check sur Transfermarkt, parce que ici, ce n'est pas l'émission des fake news, on annonce tout ce qu'il faut. Donc, Chevalier, 23 ans, parce que lui, ses débuts sont compliqués, mais ça reste jeune. Pacho, 24, Zabarni, 23, t'as le petit Noam Camara qui a 18, Nuno Mendes, 23, Hakimi, 26 ans. 26 ans dans le foot, ça reste très très jeune malgré tout. Bon, il va avoir 27 dans 15 jours, mais ça reste bien jeune. Vitinha, 25, João Neves, 21, Zaïre Emery, 19, Fabien Ruiz, 29, Mayulu, 19, Gvara, 24, Barcola, 23, Njantou, 18, Doué, 20, Kangini, 24, Dembouz, 24, 28, pardon, Ibrahim Mbaye, 17. Non mais franchement, il y a une moyenne d'âge. C'est vrai que on a beaucoup parlé de Strasbourg parce que c'est la politique du club, mais le PSG est la deuxième équipe la plus jeune de Ligue 1. C'est aussi une stratégie qui a été affirmée, à la fois avec certains titis qui sont montés comme Zaïre Emery, mais aussi d'aller identifier ses potentiels sur le marché, les Pacho, les João Neves, les Doué, les Gvara, des joueurs qui ont moins de 25 ans et qui peuvent s'intégrer dans ça. Peut-être que désormais le PSG, on verra plus de joueurs qui a plus de 30 ans arriver. C'est la politique de Campos et Enrique, et ça peut tout à fait s'entendre. Ouais, le plus vieux, ouais, t'as ça, t'as Marquinhos. Marquinhos, tu vois, c'est peut-être le plus ancien. Il a que 31 ans. Tu prends un paquet d'effectifs de clubs européens, 31 ans, c'est des fois le 5e, 6e joueur le plus âgé, quoi. C'est dire à quel point ils ont quand même réussi leur restructuration d'effectifs et arriver sur un truc jusqu'en 2030 où tu es normalement serein, et petit à petit tu iras prendre des remplaçants, des joueurs de complément ou des gros prospects si des occasions se présentent, et ce sera le cas. Donc c'est vrai que tu as l'impression que pour ce PSG là, tous les feux sont verts et l'avenir s'annoncera Dieu. Et ce match là, bon, on va parler du truc qui fâche, j'ai commencé à le dire dans l'intro. Chevalier Zabarni, Chevalier un petit peu attentiste, le penalty, il est pas loin d'en sortir un, c'est compliqué, il y en a un autre qui va sur le poteau, Zabarni se fait avoir, Zabarni, normalement c'est une armoire à glace, il doit pas se laisser bousculer dans un duel comme ça par Etcheverry, puis par Kofane, il doit un peu plus s'en imposer, donc à lui de montrer cette étoffe de leader qu'il peut avoir, qu'il va avoir, ça j'en suis sûr. Comme je vous le dis, mieux vaut que ça arrive là en octobre sur un match de groupe qu'un peu plus tard où ça peut être un truc qui fait basculer la saison du PSG. Zabarni, c'est comme Chevalier, c'est les joueurs qui sont arrivés cet été, qui sont en phase d'apprentissage,
Il y en a d'autres, alors des recrues qui sont adaptés très très vite, qui ont été des merveilles, comme João Neves, comme Gvara. Bon, après Gvara, en Ligue 1, au bout de 2-3 matchs, il y en a qui disaient c'est ça votre crack géorgien, c'est ça votre meilleur joueur de Serie A. Le mec, il lui a suffi juste de 2-3 rencontres en Ligue des Champions pour dire ok, là maintenant c'est moi le patron. Et non, c'est regrettable parce que Zabarni se fait un petit peu bouffer au duel. Il en a perdu un petit peu en Ligue 1, encore une fois contre Panicelli, ça n'a pas été évident. Mais maintenant, il sait qu'il doit progresser là-dessus et s'affirmer. Enfin, vraiment, on attend ça de sa part par rapport à son prix, par rapport à son vécu en Première Ligue, son statut d'international ukrainien. Ça va le faire, quoi. Ouais, bah Doué, bah, très clairement, Doué, c'est un très bon exemple. Doué, il lui a fallu attendre 4-5 mois, les matchs contre Monaco, l'enchaînement, Ligue des Champions, tout ça, pour que vraiment ça parte. Hein. Et c'est vrai que ça a été pas simple du tout. Sa première titularisation à Doué, je me répète, mais c'est un match à Arsenal où il est balancé titulaire et il était passé à côté parce que c'était pas le bon contexte, mais Lucho devait bien le tester à un moment donné. Ok, petit, t'es pas prêt, reviens, travaille et après on pourra de nouveau compter sur toi. Ça a été le cas et ça a été un acteur majeur dans la quête du succès en Ligue des Champions, quoi. Est-ce que Chevalier peut faire mieux sur le rouge Zabarni? Oui, je l'ai dit, je trouve un petit peu trop statique, attentiste. J'ai besoin d'avoir un vrai patron de défense au-delà des joueurs qui sont devant lui, qui sont des excellents bonhommes, mais lui aussi, il doit en imposer et réussir à aussi montrer sa patte, montrer sa personnalité. Il en a, il peut pas se cacher. Je pense que peut-être c'est la période actuelle qu'il travaille un petit peu, mais il n'y a pas le temps de se reposer sur ses acquis ou de tergiverser. C'est un métier qui est tellement à part gardien que si tu commences à dire franchement, Panicelli, Lalouche de Marco, Moreira, tout ça, tu vois, ça peut t'embrouiller l'esprit. Chevalier, il faut qu'il avance match par match et qu'il se retrouve ça, quoi. J'ai pas trouvé Chevalier serein, il panique pas mal. Je pense que peut-être le jeu au pied, ça peut commencer un petit peu à titiller, mais le match de ce soir, j'aurais voulu qu'il soit un petit peu plus acteur et pas spectateur. Bon, après, le deuxième but d'Alex Garcia, j'ai vu des mecs dire oh là là, il est trop statique. Bon, quand t'as des frappes comme ça, pleine lucarne, même si Chevalier, il avait détendu la main pour tenter de la chercher, c'est vraiment une anomalie la frappe d'Alex Garcia, donc tu peux pas faire grand chose. Et moi, ce qui m'a plu avec ce PSG là, t'as eu une bonne entame, t'as eu le but de Nuno Mendes, la séquence sur le coup de pied arrêté, très bien travaillé, le centre pour Pacho, excellent. Et t'as eu ce moment un petit peu de flottement avec le penalty, ça part sur le poteau, t'as eu de nouveau une occasion concédée, t'as eu le carton rouge de Robert Henrich. Alors au passage, je n'ai même pas de mots pour ce carton rouge. Je crois que capitaine Robert Henrich de son équipe, à 50 mètres de son but, aucun danger. Désiré Doué, je sais pas ce qui s'est passé, peut-être qu'il a vu une pépé Désiré Doué avec les lunettes de soleil sur Twitter, il avait envie juste de le dégommer, mais je ne comprends pas ce qui lui est passé par la tête. Enfin, on parle d'un international allemand, d'un joueur normalement expérimenté, mais même en MMA, ces gestes-là, John Jones, il les tente pas, quoi. Alors, il est très bien exécuté parce que Doué, il a eu mal. Il s'est pris une patate de coup de coude venue de nulle part. Mais le carton rouge, waouh! Franchement, j'étais là, bien sûr qu'il y a carton rouge tous les jours parce que tu sais, tu vois le contact et tout. Puis tu dis, bon, c'est un coup de coude, ok. Mais là, quand tu vois la violence du coup de coude, quand tu vois le regard, quand tu vois comment il se retourne pour le dégommer, ah ouais, c'est chaud, quoi. Franchement, c'est d'une violence inouïe. Donc voilà, t'as ce moment un peu de flottement. Et là, ensuite, t'as l'autre séquence où Zabarni se fait devancer par Kofané, le retient, Chevalier qui sort pas, carton rouge, penalty. Hop, de nouveau, la double peine qui revient. Et là, Alex Garcia qui transforme. C'est vrai que sur l'échelle de Sadi Boussané et du carton rouge de Metz, c'était pas mal. Bref, alors celui-ci, il reste plus spectaculaire et plus what the fuck, mais là c'est tellement en fait de la méchanceté gratuite et un truc incompréhensible pour un joueur de son vécu. Alors si c'était un jeune de 18 ans qui l'avait fait, ce serait tout aussi fou, mais là dans ce moment-là, les Leverkusen n'avaient pas besoin de ça, et du coup tu te fais égaliser, et là ce que j'ai aimé c'est que ok, t'as eu ce coup dur, mais tu n'as pas paniqué, t'as commencé vraiment à faire de bonnes choses avec Zaire Emery qui a un petit peu reculé pour compenser la perte de Zabarni, l'équipe qui a déroulé. Alors la séquence entre la 40e et le temps additionnel où ça enchaîne les 3 buts avec Désiré Doué, la passe de Gvara, le but de Gvara, double poteau, ça rentre, le deuxième but de Doué qui enroule magnifiquement, c'est où tu vois que ces gars-là sont méchants et qu'on les a un petit peu entre guillemets perdus de vue, parce que c'est vrai qu'ils ont été blessés, qu'on les a pas vus pendant un moment, mais c'est bien aussi des petites piqûres de rappel, comme la célébration Gvara, pour se dire ok,
on est quand même les tenants du titre en Ligue des Champions, on est quand même des joueurs de fous furieux, et on va vous le rappeler vite fait. Alors bon, en face, la défense de Leverkusen, je ne sais même pas quoi dire. Flecken, je pense que dans l'équipe, s'il a 2, c'est bien. Il peut peut-être avoir 1, ça serait tout à fait logique. Mais ouais, ça a déroulé de manière assez splendide. Et franchement, c'était un match hyper plaisant. T'étais neutre, t'étais supporter du Parisien. Bon, t'es supporter de Leverkusen, tu tombes un petit peu de haut parce que ça reste un 7-2 à la maison. Ça fait très très mal. Et encore une fois, en l'espace d'un an et demi, le visage entre l'équipe de Xabi et le Cessi, c'est très très compliqué. Mais après, c'est ça, c'est un Leverkusen. Tu sens que c'est à la fois en rodage et une équipe qui a investi, préparé l'avenir. Parce que tu as beaucoup de jeunes joueurs qui vont petit à petit se faire une place. Tu vois, Kofane, Poku, bon, Echeverry, il est prêté par City. Tu as Eski Fernandez au milieu de terrain, ça reste jeune également. Sur le blanc, tu as Maza, tu as Belocian, tu as Ben Seguir qui sont rentrés. Alors, en attendant le retour de pas mal de blessés, tu te dis que cette équipe, finalement, ouais, elle va être amenée à grandir. Et ça se trouve, ce Leverkusen, nouveau cycle, peut-être que le coach Hjulmand, c'était pas la bonne solution, parce que bon, t'as un petit peu peut-être de panique après le départ de Ten Hag, mais ce Leverkusen jeune, peut-être que d'ici un an et demi, ce sera une très belle équipe. Là, par contre, les supporters et tout le monde, les observateurs, vont devoir accepter, c'est une équipe qui est rentrée dans le rang et qui va faire beaucoup de choses négatives. Il faut espérer que la mayonnaise prenne un jour ou l'autre. Il y a quand même des joueurs super intéressants, il y a de la jeunesse. Défensivement, par contre, c'est pas possible le match de ce soir parce que même l'action du 5e but initié par Vitinha, alors la percée l'incroit, mais il y a trop de liberté qu'elle laissait et Vitinha, il a le temps, tu vois, de faire la percée, de contourner, de dribbler 2-3 gars et de s'avancer pour offrir cette ouverture de passe à Nuno Mendes qui fait un appel de dingue et qui réussit en plus à conclure avec la manière. Non, franchement, le 5e but, il est juste magnifique. Et bon, pareil, hein, le 6e, avec évidemment Dembélé qui fait son entrée et Ousmane Ballon d'Or. Et Ousmane Ballon d'Or, c'est vrai que la chanson, elle rentre assez vite dans, dans le crâne. Et tu vois la passe de Nuno encore une fois, tu vois la course de Barcola, tu vois le déplacement de Dembélé, tu vois la finition. Alors contre une défense comme ça te facilite la vie, hein. Mais le match est magnifique. Salut Yanoussama, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as bien l'ami. Et le 7e, parce qu'il fallait récompenser le match d'anthologie de Vitinha. Vitinha, je sais pas combien il va avoir dans l'équipe, mais pour moi, c'est un très très bon. C'est un 8 qui peut tendre au 9. Hein. S'il a 9, le Vitinha, je serais pas surpris, parce que franchement, son match était parfait. Et dans l'ensemble, bah, voilà, ce qu'on a pu voir du PSG, tu te dis qu'ils ont un potentiel offensif de dingue, que défensivement, va falloir régler 2-3 trucs, mais que sur l'activité du milieu de terrain, sur les dépassements de fonction des latéraux, sur la répartition des rôles offensifs, sur le retour des blessés, l'apport du banc, la personnalité, la variété des actions, où tu as de l'exploit individuel, où tu as des coups de pied arrêtés, où tu as du travail sur attaque placée, où tu as des transitions, où tu as des séquences extrêmement vite, c'est fort quoi. Salut Scipion, je trouve ce terme d'écœurant un peu péjoratif pour le PSG. Il mériterait un adjectif qui les met un peu plus en valeur quand tu as prestation. Alors écœurant, c'est évidemment dans le sens, ils sont trop forts. Je peux comprendre que le mot écœurant, il ne rend pas à quelque chose de beau et galant. Prochaine fois, je trouverai peut-être aussi un terme. Mais ça reste, tu vois, pour se dire, ils sont trop forts. C'est bluffant. Alors tu vois, je voulais pas mettre des termes, voilà, bluffant et tout. J'ai mis écœurant en majuscule, mais on est tous d'accord pour dire que c'est évidemment pour les valoriser, pour se dire qu'ils sont... Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Franchement, c'est une folie sans nom. Bah, le premier péno du Bayern, je le trouve vraiment généreux la main. En fait, c'est particulier parce que il se fait avoir au duel, du coup il perd son duel, du coup il tombe avec la main, mais la main il peut pas se l'enlever. J'avoue que moi, pour le coup, je pensais qu'avec la VAR, il allait le voir et peut-être l'enlever. Finalement, même pas aller voir cette action. Peut-être qu'il considère que finalement le duel, il le joue mal et qu'il oriente mal son corps, donc il est responsable de ça. C'est vrai que ça aurait pu ne pas siffler. C'est un péno gentil. Oui, moi aussi, je me suis dit aussi que s'il va voir la VAR, il peut aller voir si Zabarni finalement se fait pas retourner comme une crêpe et c'est pas lui qui, tu vois, est mis à contribution. Là-dessus quoi. La suite du programme pour le PSG, c'est vrai qu'on va se revoir un petit peu ça. Du coup, la suite du programme pour le PSG.
Un match qu'on attend énormément, c'est ce PSG Bayern, mardi 4 novembre, dans 2 semaines, avec deux des meilleures équipes d'Europe à l'heure actuelle, deux équipes qui jouent très bien. Ça va être assez fantastique. Ensuite, tu as une nouvelle trêve internationale, miam miam. Le PSG Tottenham, mercredi 26 novembre. Le Bilbao PSG, dernier match de l'année 2025, mercredi 10 décembre. Le Sporting PSG, le mardi 20 janvier. Et le PSG Newcastle, le mercredi 28 janvier. En vrai de vrai, le PSG Bayern sera un gros morceau, mais il y a un monde où cette équipe, elle fait 8 sur 8, quoi. Alors peut-être qu'elle fera un nul contre le Bayern, tu vois, par exemple, ou un nul contre Tottenham s'ils sont inspirés, ou Newcastle si vraiment ils ont le truc, mais c'est quand même 3 matchs à domicile. Ça aussi, enfin je l'ai déjà dit, hein, mais le PSG a fait 9 sur 9 avec 2 matchs à l'extérieur, dont un au Barça, quoi. C'est franchement super fort, quoi. C'est génial, quoi. Donc ouais, il y a un monde où ils font le perfect et ils vont s'offrir un match... assez fou, quoi. Donc non, franchement, très belle équipe. Là en plus t'as le retour des remplaçants, c'est tout est radieux, quoi. Voilà, tout fonctionne bien. Ce week-end tu vas à Brest en Ligue 1, ensuite tu enchaînes, c'est quoi déjà? Parce que pour rappel, il y a une journée de Ligue 1 qui arrive la semaine prochaine en plein milieu. Donc le PSG, c'est quoi déjà le programme? Va à Lorient mercredi 19h et tu termines par PSG Nice. Ensuite, tu as donc le Bayern et après, tu as le fameux OL PSG qui va arriver juste avant la trêve, quoi. Donc, eux, ils sont bien embarqués là-dessus, quoi. À part le Bayern, je vois personne potentiellement niveau le PSG. Arsenal, je les mets dedans parce que même si Arsenal nous a déçus sur sa demi-finale Ligue des Champions, ils n'avaient pas Gabriel. C'est une équipe qui, même si certains vont dire ah, vous êtes trop gentil avec Arsenal, c'est une équipe qui continue d'apprendre, qui s'est de nouveau installée dans le top 3 Première Ligue et dans les meilleures équipes européennes. Ça compte. Là, ils ont fait aussi un gros mercato. On peut le dire, hein, ils ont doublé tous les postes, ils ont pris des joueurs. Les Zubimendi, les Mosquera, les Nkapié, les Eze. Seul point d'interrogation, je me répète, c'est Gyökeres dans ce type de rendez-vous. Mais Arsenal sera à la lutte. Alors est-ce qu'ils seront à la lutte en sachant qu'ils ont cette obsession Première Ligue et que là, pour le coup, ils sont leaders et t'as Liverpool qui s'effondre un petit peu, t'as d'autres équipes qui sont peut-être pas encore totalement lancées rodées, comme City, tout ça, voire Chelsea. Mais ouais. Petit reminder, on a pris que 3 buts. De toute façon, tu sais quoi, on va aller sur ce match d'Arsenal parce qu'évidemment, c'est un événement. Alors, certains disaient c'est la fameuse finale du Haram Bowl entre Arteta et le Cholo, deux équipes bien moches, bien hideuses, qui refusent le jeu, qui amènent leur adversaire juste sur des coups de pied arrêtés. Alors oui, on sait que pour Arsenal, les coups de pied arrêtés, c'est une arme fatidique, mais je suis désolé, Arsenal réussit à gagner ces matchs, on peut pas non plus les comparer au Retafe de Bordalas ou à l'Atlético, pire version, quoi. Oui, c'est une équipe qui est des fois est stérile, mais parce que de toute façon, dans 55-60 matchs par an, tu vas pas tout le temps faire du jeu au Gabonito. C'est fini. Enfin, on peut plus jouer comme le Brésil de 70. Des fois, il y a des matchs que tu dois gagner en étant un peu plus laid, un peu plus un peu plus malin, pragmatique. Et sincèrement, je pense que cet Arsenal-là a compris que ce qui lui manquait peut-être pour les titres. On a vu une belle qualité de jeu sur Arteta lors de la saison 2022-2023. On a vu franchement, c'était une des équipes les plus plaisantes. Même il y a 2 ans, c'était bien. Il y a eu des moments un peu plus durs. Il y a, je pense aussi, cette pression du titre. Donc peut-être arriver plus à ses fins en étant, on va dire, quand je vous le dis, hyper beau. Mais franchement, des fois, je vois quand même des séquences, je vois du jeu. Oui, il y a des matchs, par exemple, le premier de la saison à United, c'est pas beau, ça mérite pas de gagner, mais à la fin, tu prends les 3 points, et puis t'avances dans ton programme de Première Ligue, et puis on passe à l'étape d'après. Donc, moi, je dis pas que les gens sont trop sévères avec Arsenal sur cette notion de, c'est hideux et tout, mais un petit peu quand même. Après, ils se servent beaucoup des coups de pied arrêtés. C'est vrai que marquer tout le temps sur corner de la tête, certains vont dire oh là là, ils réduisent ça, mais ça reste aussi un exercice du football hyper dominant et précieux. Et eux, avec monsieur Nicolas Jauvert, ils ont réussi à en faire de l'art, quoi. Enfin, les corners, les coups de pied arrêtés. Enfin, regardez juste le coup franc que Declan Rice tire pour Gabriel. C'est fort, c'est fabuleux, quoi. Après, maintenant, ce que j'ai dit c'est un Arsenal qui est peut-être un peu plus réfléchi, qui va être un peu plus attentiste sur certaines situations. On est toujours, par contre, très exigeant envers eux. Il faut qu'ils gagnent un titre, que ce soit Première Ligue ou Ligue des Champions.
Et quand je parle de titre, c'est titre majeur. S'ils gagnent une coupe, s'ils font un bon parcours en FA Cup, en Carabao Cup, tant mieux pour eux. Mais quand même, par rapport à la progression et pour avoir le tampon, paf, pour dire ok, c'est bon, vous êtes revenu dans la cour des grands, il faut ce titre qui te récompense ça. En première ligue, ils ont quand même de bonnes chances d'y parvenir, même si on sait que la saison est très longue et qu'il faut faire gaffe, encore une fois, à certaines blessures, parce que c'est vrai que cet Arsenal-là n'a pas été épargné. En Ligue des Champions, comment la saison tourne, mais on peut voir que, tu vois, ce soir, ils sont tombés sur un Atletico qui n'a pas été évident à manœuvrer pendant 60 minutes. Et une fois qu'il y a eu le premier but avec la tête de Gabriel, qui encore une fois, sur coup de pied arrêté, qui a des stats de but pour un défenseur central, qui sont des stats hyper intéressantes, ils ont su trouver, voilà, la fameuse phrase, les buts c'est comme le ketchup, il y en a un et après tout vient. Et c'est vrai que Martinelli, tu as raison de le souligner, le travail de Lewis Kelly. Lewis Kelly, on rappelle, c'est un milieu de terrain de formation dans l'équipe première d'Arteta. On l'a beaucoup vu évoluer à ce poste de latéral gauche parce qu'il y avait un besoin. Mais dans ce sens, un Lewis Kelly, quand tu vois cette perce au milieu de terrain et cette facilité, tu dis ok, le gamin, il est bien formé comme ça au cœur du jeu. Il a cette intelligence-là. Et du coup, ça te fait un profil hyper intéressant, un rôle hybride qui lui correspond à merveille. On l'avait déjà vu contre le Real faire ce genre d'apport au milieu de terrain qui est très intéressant. Et pour le coup, ça a très très bien tourné. Et Martinelli, qui revient bien aussi, j'ai l'impression. Martinelli, qui a une période qui était très dure pour lui. Il a eu plus un rôle de super sub, notamment contre Bilbao. Il a marqué des buts importants. Et là, ce soir, tu vois, il marque ce deuxième but. Très jolie finition. Et après, Gyökeres. Alors, Gyökeres, je vais pondérer parce qu'encore une fois, les deux buts, bon, on peut dire que c'est des tapines ou c'est des trucs, voilà, c'est pas là où on va juger sa qualité de gros numéro 9, mais il avait besoin de ça quand même pour se rassurer, pour ne pas décrocher, parce que quand tu vois tout l'écosystème d'Arteta et de cet Arsenal-là qui tourne très bien en ce moment, tu te dis qu'il ne faut pas que Gyökeres, tu vois, on l'abandonne sur la route. Il faut pouvoir aussi lui donner quelques clés, parce que finalement, dans ces matchs, j'ai parlé tout à l'heure, les fameux grands rendez-vous, les huitièmes, quarts, demi de LDC, ou les big matchs de PL au printemps, quand peut-être le titre se jouera, c'est peut-être là que tu auras besoin d'un numéro 9. Alors certes, ton numéro 9, il va pas toucher 150 000 ballons, il va pas être incroyable dans le jeu, mais s'il est là dans la surface au bon moment, et qui te met le but contre Liverpool, ou le but à l'Etihad qui te délivre, peut-être que tu pourras te dire, ok, il y a un truc qui se joue. Et c'est vrai que Martinelli, il y a aussi le but justement contre City, qui est important quand même pour pas laisser City prendre 3 points et toi 0. Donc Gyökeres, ça reste, voilà, c'est bon pour les stats, un petit peu pour le moral, mais il faudra en donner bien plus. Et sinon, non, franchement, cet Arsenal-là, il est chirurgical, il est froid, il fait mal. Et c'est une équipe qui, je trouve, a pris un petit peu plus en maturité. L'ami, tout à l'heure, tu parlais de Timber et tout, mais c'est vrai que tu as quand même des joueurs d'une certaine qualité. Et là, je pense, quand on va voir le banc, c'est important. Christian Mosquera, Ben White, Christian Norgard, Ethan Nwaneri, Mikel Merino, et tu ne fais pas rentrer Piero Hincapié, Trossard, Calafiori. Et t'as Havertz qui est pas là. C'est là où je te dis qu'Arsenal, ils ont compris ce qui leur manquait. C'est peut-être un petit peu de profondeur de banc. C'est peut-être éviter d'avoir un pépin physique, parce que Gabriel, c'est un super joueur, c'est un top 3. Mais si t'as Mosquera ou Hincapié pour dépanner, ce sera peut-être mieux que Rob Holding ou Kiwor, quoi. Et pourtant, Kiwor, il a limité la casse comme il a pu, quoi. Et c'est vrai qu'il y a aussi Odegaard, Madueke et Gabriel Jesus. Ouais, Gabriel Jesus, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. C'est vrai qu'il y a Madueke, j'ai bien aimé ses débuts à Arsenal, et Odegaard, qui est voilà, la fibre créatrice, même si Odegaard, je trouve qu'il a un petit peu stagné, c'était pas évident, quoi. Les notes de l'équipe, juste pour revenir sur le PSG, c'est Chevalier 4, Zaïre Emery 6,5, Zabarni 2,5. Ah, mais c'est peut-être les moyennes, parce que l'équipe, il note jamais sur du 8,5, je crois. Le PSG, ils sont pas en mode comme ça à noter de ces manières-là. Voilà, les notes du PSG Bayer Leverkusen, hop. Du coup, Chevalier 5, Hakimi 6, Zabarni pas noté, mais je pense que voilà, c'est peut-être les notes des internautes. 7 Pacho, 8 Nuno, 7 Vitinha. Putain, tu vois, moi, Vitinha, s'il avait 9 dans l'équipe, ça m'aurait pas choqué, quoi. Pour moi, c'était 8 minimum. Ça mérite un peu plus, parce que tu peux pas mettre la même note. Et pourtant, ils ont fait un très bon match, tu vois, Zaïre Emery, Mayoulou. Tu peux pas mettre la même note au trio, quoi. 7 Gvara, 8 Doué et 6 Barcola. Ok. Et 7 pour Lucho. Et attends, en vrai de vrai, ok, il y a certains buts, tu pouvais pas faire grand chose, mais Flecken qui prend 3 alors qu'il en mange 7, Badé, Tapsoba à 5, alors qu'il. Oh non,
il y a les notes, tu peux être plus sévère, quoi. Enfin, on parle d'un 7-2 à la maison. Au bout d'un moment, on parle de Ligue des Champions, quoi. Là, ça peut être un peu plus sévère, quoi. Ça, je pense que on peut y aller. On peut y aller pour moi. On continue, les amis, notre petit tour d'horizon. Bon, après, j'ai pas parlé de l'Atletico, hein, le Cholismo, mais ça fait 3 points sur 9. Bon, t'as affronté Arsenal et Liverpool à l'extérieur, donc je pense que la qualification n'est pas compromise. Mais c'est vrai que, bon, l'équipe, ce soir, tu vois que finalement, l'Atletico, qu'on peut toujours présenter comme une sorte d'outsider, s'ils réussissent à faire l'épopée, si les planètes s'alignent, tu te rends compte que ça va être compliqué. Dès qu'ils vont tomber peut-être sur un gros morceau, ça peut sauter. Et pourtant, je pense qu'ils peuvent avoir l'équipe pour embêter tout le monde. Mais là, c'est le genre de match où tu te rends compte qu'il y a une petite classe d'écart. Ouais, et puis, on se tire encadré. Le pauvre Alvarez, j'imagine que la soirée n'a pas dû être simple pour lui, quoi. Ouais, Mosquera, j'ai beaucoup aimé. Bah, Mosquera, je l'ai dit, à 15 millions d'euros, fin de contrat à Valence, c'était une opportunité de dingue. Mosquera, s'il avait été recruté, bah, il était suivi par le PSG un petit peu. Mais au Barça, tu vois, il aurait vraiment pas fait tâche. Alors peut-être que Valence voulait pas vendre un concurrent au sens large en Espagne. Mais franchement, Mosquera est très très sympathique. Il m'a bien plu également. Du coup, autre carton de la soirée, et celui-ci était peut-être pas prévisible, c'est le 6-2 infligé par le PSV à Naples. Et alors là, et pourtant, Naples a ouvert le score. Mais il s'est passé un truc de dingue ce soir au Philips Stadion et l'équipe napolitaine, championne de Serie A en titre, a totalement coulé. Je pense que ça peut justement faire jaser en Italie, créer pas mal de remous. Il y a un match qui arrive ce week-end contre l'Inter, un choc au sommet en Italie. Ça va être intéressant de voir comment ils vont se rétablir. Mais quand tu vois que cette équipe, alors oui, il te manque encore une fois Lukaku, il peut te manquer 2-3 noms, mais quand même, il te manque Ramani en défense. Ouais, en vrai, tu as quand même une belle équipe sur le papier. Enfin, tu as quand même McTominay, meilleur joueur de Serie A. Tu as De Bruyne qui fait un bon début de saison. Tu as des tontons. Tu as normalement tout ce qu'il faut pour bien voyager. Et tu as été totalement ravagé par cette équipe du PSV. Alors, le PSV, moi je suis content parce que je vous les avais annoncés dans mon équipe à suivre, dans mes équipes à suivre sur une vidéo au début de saison parce que je trouvais qu'il faisait un mercato très intéressant avec malheureusement le petit Van Bommel qui s'est fait les croisés qui ne reviendra pas de suite. T'as Denisman qu'on avait bien aimé avec la Roumanie, avec Parme, qui a marqué un doublé et des jolis buts, vraiment des très très jolis buts assez incroyables. T'as Perisic, le tonton qui est toujours là. T'as ce milieu de terrain qui tourne bien avec Verman, Sabahiri, Schouten qui était pas là. Tu vois, t'as aussi un petit banc, hein, mine de rien, avec Serginho Dest, Ricardo Pepi, Paul Wanner, ancienne pépite du Bayern, Driouche, t'as Boadou, Nagalo qui sont pas rentrés. Non, franchement, t'as une équipe intéressante, mais on sait que le PSV, bon, bah, l'an dernier, en 8ème de LDC, ils en ont mangé 8 contre cette équipe, quoi. Ouais, c'est vrai que Schouten a reculé, il était pas au milieu de terrain, et c'était Mauro Junior qui avait pris sa place dans ce sens. Mais ouais, le PSV a explosé Naples. Ouais, c'est une explosion en plein vol. C'est un match qui peut laisser beaucoup de traces. Et malheureusement, comme je vous dis, Antonio Conte, c'est un coach, je vous en ai souvent parlé, je l'apprécie beaucoup. Je trouve que c'est un excellent entraîneur de championnat, de défi, pour réussir à manager sur 34-38 journées. J'ai bien aimé l'Euro 2016 avec l'Italie, où il n'avait pas un matériel incroyable, mais il avait réussi à transcender cette équipe, à battre l'Espagne avec de la personnalité, à amener l'Allemagne, championne du monde, jusqu'au tir au but en quart de finale. Mais par contre, en Ligue des Champions, il y a un truc qui coince. Que ce soit avec la Juve, que ce soit avec Tottenham, que ce soit avec l'Inter, c'est quand même fou que ce gars-là, qui est quand même un des meilleurs coachs, enfin un des coachs référents de sa génération, ait ce blocage en LDC, quoi. Parce que, on va faire le bilan. Son meilleur parcours, c'est un quart de finale avec la Juve et ça remonte à 2012-2013. Sinon, avec la Juve, le fameux match à Galatasaray sous la neige, il se fait sortir en phase de groupe en 2013-2014. Avec Chelsea, il fait 8ème de finale en 2017-2018. Avec l'Inter, phase de groupe 2019-2020. Rephase de groupe avec l'Inter l'année suivante. Avec Tottenham, il sort en 8ème de finale 2022-2023. Et avec Naples, pour l'instant, il est en phase de groupe. Mais c'est vrai que c'est les résultats d'un coach. Voilà, c'est pas une équipe, c'est indigne de son rang, de sa réputation. Il faut le dire qu'il y a un souci majeur. Alors, évidemment, tout n'est pas de sa faute à chaque fois. Peut-être qu'il y a des contextes, des joueurs, tout ça. Mais là, pour le coup, il y a un truc qui se pose. Enfin, vraiment, c'est chaud, quoi. Naples va quand même faire top 24. J'espère pour eux, parce qu'il faudrait éviter quand même que tu vois, il y ait péril dans la demeure. Mais il y a vraiment
une distance entre ce que ce Naples propose en championnat et sous Conte et à l'LDC, quoi. Moi, j'avais beaucoup d'espoir. On m'était dit, franchement, ils ont doublé tous les postes. C'est pas mal. J'aime bien leur effectif. Et on commençait un petit peu à se faire peur. Bon, c'est vrai que le calendrier qui arrive, tu te dis, ils seront dans les 24 s'ils font pas les cons. Francfort et Karabakh à la maison. Ils vont à Benfica. Ils vont à Copenhague et reçoivent Chelsea. Normalement, ça doit faire 12 sur 15. En vrai, c'est bête parce que si ce soir, ils avaient pris la victoire, Naples aurait été top 8 dans beaucoup de cas. Mais, comme encore une fois, tu as cette épée de Damoclès Ligue des Champions au-dessus de toi et que tu as un petit blocage, bah, même dans les matchs où tu peux faire un résultat, tu te trompes. Et alors là, c'est même plus se tromper parce que tu en manges 6 au PSG Eindhoven. C'est inquiétant. C'est inquiétant pour le père Conte. Donc, ça va être très intéressant parce que l'an dernier, bah, il avait juste le championnat. Il a eu cette aura parce qu'il a fait regagner Naples. Il y a une équipe qui tournait très bien en Serie A. Là, maintenant, il est sur tous les tableaux. Pas le droit à l'erreur parce qu'en Ligue des Champions, on connaît son parcours, son pédigré. Et on a vu voir que c'est pas simple du tout. Mais ouais, c'est vrai que cette défaite ce soir, quand j'ai vu la tronche des buts et quand j'ai vu et même, tu vois, Lorenzo Luca qui prend carton rouge. C'est à quelle minute il le prend il prend carton rouge à la 76e. À ce moment-là, il n'y a que 3-1. Donc tu vois, il n'y a pas scandale, quoi. Et Naples aurait eu le temps de revenir. Mais Lorenzo Luca, il a déjà eu des sauts de comportement. Je me souviens qu'à l'Udinese, il avait voulu absolument tirer un penalty et qu'il s'était embrouillé avec ses coéquipiers, que le coach l'avait sorti à la mi-temps et que voilà, lui était content parce qu'il avait sa stat. Donc c'est pas un joueur simple à gérer, le Lorenzo Luca. Mais ouais, Naples, ça mérite de porter attention aux prochaines semaines, aux prochains jours, parce qu'on sait que c'est un club où ça peut aller très très vite, avoir les sorties médiatiques du président De Laurentiis, savoir comment Conte va soit assumer, soit dégommer ses joueurs. Je sais pas ce qu'il s'est dit en conférence de presse, mais ce petit 6-2, attention, ça peut être un match qui peut abîmer quelque chose. Autre équipe italienne qui était ce soir présente en LDC, c'est l'Inter. Et là, l'Inter, comme je vous le dis, ils avancent masqués, ils avancent en sous-marin et ils font de très beaux résultats. Bon, les pauvres de l'USG, ça fait le deuxième 4-0 de suite après Newcastle, donc c'est l'apprentissage. Bon, ils ont au moins pris leurs 3 points contre le PSV la première journée en montrant de belles choses. Là, tu te rends compte que quand tu affrontes une équipe top 5, top 10 européenne, même si je pense que l'Inter, par rapport à ses résultats, on peut vraiment les considérer comme un top 5. Même si l'Inter, tu vois, ils avaient fait un petit peu tourner. Il y avait Bissek, il y avait De Vrij, il y avait Carlos Augusto, il y avait Zinski, Fratesi, il y avait Esposito. Même cette Inter bis, c'est supérieur. Et si, tu vois, ils sont concentrés, tu peux voir, est-ce que Andy Diouf n'a pas joué? Par contre, tu as Luis Enrique qui est rentré. Tu as Di Marco, Akanji, Susic et Boni qui a encore été passeur actif. Boni fait un bon début de saison, hein. Franchement, avec cette équipe de l'Inter, lui qui vient de Parme, qui a un profil intéressant en Serie A. Moi, je sais que il y a des opportunités à saisir sur le front de l'attaque de l'Inter parce que Lautaro Thuram, ils vont pas pouvoir enchaîner 60 matchs par saison et qu'on avait vu du Correa, du Taremi, du Arnautovic qui étaient très timides, pas suffisants, voire Alexis Sanchez un peu trop vieillissant. Et Bonnie and Clyde, comme tu le dis, Ikango, finalement, en troisième homme, c'est très bien pour lui. Parce que dire troisième homme à l'Inter, c'est quand même l'assurance, tu vois, de jouer bien 30-35 matchs, quoi. C'est pas mal, c'est pas mal du tout pour lui. Et t'as également Esposito, c'est vrai qu'il en mange, hein, mais il finit par marquer. Et c'est bien de la part de notre ami, j'allais dire Inzaghi, ça remonte à loin, mais Kivu, de lui donner un petit peu de continuité, quoi. Parce que Esposito, tu vois, ça reste jeune, hein, 20 ans, c'est quand même intéressant, quoi. Ce qu'il a réussi à accomplir. L'an dernier, il a même marqué 17 buts, plus 2 en playoff, donc 19 buts avec la Spezia. Là, il a déjà marqué en Serie A, il marque en LDC. Lui, tu vois, en quatrième homme, en quatrième solution, c'est très très bien, je trouve, comme possibilité pour cette équipe. Et ouais, Boni, il est passé de Châteauroux à l'Inter, c'est très très rapide. Mamadou Tierno Barry, oui, c'est pas le Tierno Barry qu'on connaît qu'à Everton. C'est un jeune défenseur sénégalais âgé de 20 ans, donc des fois il y a des homonymes dans le football. Non, franchement, quand tu vois encore une fois Denzel Dumfries sur le corner, toujours bien placé, quand tu vois Lautaro qui marque, qui remarque, lui ça va lui faire du bien aussi pour les stats à confiance. Tu vois que tu as pu reposer Acerbi, Barella, Mkhitaryan.
Non, franchement, l'Inter, c'est bien ce qu'ils font hein, sur cette entame de saison. Ils ont mal démarré avec 2 défaites en 3 journées, je crois, en Serie A. En LDC, ils avaient un calendrier à leur portée, ils ont fait le job. Faut voir juste qu'est-ce qui va venir pour la suite en LDC. Du coup, ils vont affronter le Kairat. Normalement, ils les explosent parce que le Kairat, c'est très très faible. Je peux faire le hipster au bout d'un moment, mais là, il faut dire les termes, le Kairat, c'est trop trop faible. Ils vont à Atlético, donc petite retrouvaille sympathique avec le Cholo. Ils reçoivent Liverpool, il va être pas mal ce match, hein, parce qu'on sait souvent que les derniers Inter-Liverpool, ça a souvent tourné à l'avantage des Reds, mais peut-être qu'un Liverpool qui d'ici peut-être un mois et demi sera pas encore totalement rodé, ça par contre ils peuvent les embêter. Et ensuite tu auras, oh, Inter-Arsenal, pas mal ça. Inter-Arsenal, ça peut jouer, ça peut être vraiment sympatoche. Et un Dortmund-Inter, ok. Ouais, c'est vrai que tu termines avec Liverpool, Arsenal, Dortmund. C'est bien d'avoir fait cette entame tonitruante avec encore le Kairat à venir. Et même l'Atletico, c'est vrai que tu termines par Atletico, Liverpool, Arsenal, Dortmund. C'est costaud hein, pour les interistes. C'est pas évident à gérer. Autre match avec encore une fois, vous savez, c'est devenu la tradition. Un coup c'est Haaland, un coup c'est Mbappé, un coup c'est Kane. Là ce soir c'est Haaland, demain sans doute c'est Kane et le Kicks qui marqueront. Et voilà, ce City-là qui allait chercher sa victoire du côté de Villarreal avec également Bernardo Silva qui est buteur. J'ai beaucoup aimé l'action de Rico Lewis pour la passe envers Haaland. Je trouve que c'était très intéressant son travail. Et là de la part de Guardiola, on a fait rentrer un Cherki un petit peu tard, mais Cherki en phase de reprise peut-être un petit peu. On a vu qu'il avait fait 5 minutes en PL ce week-end contre Everton. T'avais Reinders, Marmouche, Kovacic, Bob qui sont entrés en jeu. Et t'as Ake, Aït-Nouri, Aurélie, Foden qui sont restés au repos. Là, tu dis que c'est quand même pas mal comme banc. Et t'avais Doku qui n'a pas été incroyable de ce que j'ai vu. Mais voilà, Haaland qui intègre, je crois, le top buteur Ligue des Champions. Je crois qu'il est au niveau du 8e, non de mémoire. Je crois qu'il s'inscrit encore une fois dans ce truc, ouais. Parce que je crois que ça n'a pas été mis à jour. Mais je crois qu'il a dépassé ça là, il y a un truc comme ça. Mais quoi qu'il arrive, ce gars-là, c'est. Enfin, au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Il est en train d'écrire l'histoire et je pense que Mbappé, il peut s'approcher de certains beaux standards. Je trouve que le record de Ronaldo, il est conséquent. Voilà, Haaland 53 et il a dépassé Titi Henry. Je pense que Haaland, il y a un vrai monde où ça peut s'approcher du record mythique de CR7. Franchement, c'est bluffant, c'est dingue, quoi. Le côté droit, Matheus Nunes, Savigno, énorme match. Ouais, Savigno, c'est vrai que c'est un joueur intéressant qui a peut-être pas eu les stats l'an dernier pour récompenser son bon côté dribbleur. On a parlé de Tottenham pour le recruter cet été, finalement il est resté. Mais Savigno en atout supplémentaire dans un effectif déjà pléthorique, mais lui il a aussi ce côté un petit peu déstabilisateur qui peut être sympa, un beau pendant à Doku, à voir sur la continuité. Mais Savigno, s'il réussit enfin à s'imposer totalement, ça peut être une superbe solution pour l'ami Pep. On continue, Newcastle-Benfica. Benfica qui malheureusement, allez, on va descendre, on descend encore, et hop, on y est. Benfica, 3 défaites en 3 matchs. Le retour de Mourinho qui ne permet pas d'inverser la tendance. Et Mourinho qui, même ce soir, j'ai remarqué, a eu la flemme de faire des changements, parce qu'il y a juste Ivanovic qui est rentré à la place de Dedic blessé. Sinon, il a gardé le même 11 tout le match. Et en vrai, tu vois le 11. Tu vois le 11 de Benfica, sur le papier, c'est pas mal. Parce que tu vois du Troubine, tu vois une défense Arojo, Otamendi, Antonio Silva, Dedic, milieu de terrain, Hornes, Barrenechea, Richard Rios, une attaque Soudakov, Pavlidis, Doukebakio. C'est pas mal sur le papier. Sauf qu'en ce moment, Benfica, c'est une chute totale, ça marche pas, il n'y arrive pas. On sait qu'il y a des élections et que Rui Costa, qui a été un footballeur de légende, mais un dirigeant qui ne répond pas aux attentes des benfiquistes, qui a déçu beaucoup de monde entre les différents coachs, entre la politique, finalement on forme d'excellents footballeurs comme João Neves, mais on les vend le plus vite possible parce que y a un beau chèque à se faire. Mais Benfica, bon, c'est un club qui n'est pas dans le top 5 européen, mais c'est un club légendaire, c'est un club mythique, donc je peux comprendre que les supporters, ils en aient marre de voir du trading de la part d'un club qui a de l'argent, qui a des ressources, qui a un excellent centre de formation. Enfin, j'ai vu le match, mais j'ai vu aussi quelques séquences de la Youth League de Newcastle-Benfica. Allez voir ça. Il y a des jeunes à Benfica qui vont arriver. C'est encore des étoiles filantes, ces gars-là. Enfin, c'est juste des fous furieux. Et à chaque fois, Benfica va réussir à peut-être reproduire l'erreur de les intégrer, mais surtout de les vendre trop tôt.
Parce que ces jeunes joueurs-là, dans un cycle, dans un monde normal, ils doivent faire au moins 5-6 ans à Benfica, ils doivent gagner avec leur club formateur, ils doivent, tu vois, faire des parcours européens, mais il y a cette envie, voire cette obsession de pousser très très vite, parce que il y a des records de vente et tout ce que tu veux, mais le football, ça reste avant tout le terrain, c'est pas des lignes sur Transfermarkt sur qui a fait la plus belle vente, et c'est dommage que Benfica, depuis pas mal de temps, soit enfermé dans ce rôle-là, parce que ça reste un club à part, quoi. Je viens de me rendre compte qu'on aurait pu avoir un combo Mourinho-Di Maria flashback en 2010. C'est vrai qu'on était pas loin, on était à quelques semaines de voir le mou avec de nouveaux elf vidéo. Mais ouais, en plus, tu vois le banc. Bon, tu vois Barreiro, Schelderup, Dahl, Enrique Araujo. Tu vois des joueurs, tu vois, on connaît à peu près. Et il les a même pas fait jouer, quoi. Elle est totalement laissée de côté. Et par contre, Newcastle, pas mal. Parce que Newcastle a perdu son premier match contre le Barça. Donc, équipe qui revient en LDC. Et là, ils viennent d'enchaîner 2 succès de suite. Est-ce que Newcastle peut être finalement l'Aston Villa de l'an dernier ? Ils ont les moyens. Alors, autant Newcastle en LDC, ça va. Par contre, en Première Ligue, ouais, c'est ça. 2 victoires en 8 matchs. Et ils sont 14e, quoi. Donc, ils sont à un début de saison plus que timide. Mais bon, j'ai beaucoup aimé l'action du but de Gordon. Parce que tu as Guimarães qui fait une passe un peu comme... Je vais pas dire copie conforme, mais c'est la même action que Nuno Mendes sur le but de Dembélé, le 6e, où il lance Barcola, et t'as cette passe qui est très bien conclue. Là, c'est plutôt côté droit, où t'as Guimarães qui trouve une ouverture pour Murphy, qui sert Gordon, ou non, qui sert Barnes, qui sert Barnes, pardon, et qui est très bien exécuté. Et non, franchement, cette équipe de Newcastle, elle a un bel effectif. En LDC, ça peut être pareil, un espèce de poil à gratter, de trucs pas simples à sortir. J'aime beaucoup les débuts de Nick Woltemade, qui s'adapte bien, qui est vraiment, tu vois, hyper protagoniste, qui se cache pas, qui tire des pénaltys. D'ailleurs, il y a un pénalty qu'il a transformé, je crois que c'était contre Wolverhampton. Je sais pas si vous avez vu la technique de frappe, mais en gros, il fait une course presque pas au ralenti. Non, il fait pas une course au ralenti, mais il fait des petits pas. Et là, paf, il réussit à transformer pleine lucarne, à tirer presque en coupant son ballon et à directement arriver sur un truc très fort, très puissant vers la lucarne. Donc franchement, chapeau. Merci beaucoup Wardinox pour ton petit message. C'est très sympa, l'ami, j'aime beaucoup. Barnes restera un joueur très très sous-coté pour moi. Le problème de Barnes, c'est qu'il a eu des petites blessures qui l'ont empêché post-Leicester d'enchaîner. Mais c'est un bon ailier de Première Ligue. Et en Europe, il peut poser des soucis. De toute façon, tu prends cette équipe de Newcastle, il y a toujours des joueurs vraiment sympas. Et puis en plus, là, ils ont fait reposer, j'ai l'impression. Il n'y a pas Tonali. Tonali n'est pas rentré. Tu avais un milieu de terrain avec Jacob Ramsey, le jeune qui était passé par Aston Villa, que j'avais bien aimé, qui a été recruté cet été. Tu as Anthony Elanga qui a un petit peu du mal à confirmer sa bonne saison avec Nottingham. Mais tu vois, en solution, tu as Joe Hinton qui est rentré. Non, en vrai... Moi, en Ligue des Champions, attention à ce Newcastle-là, quoi. Alors attention, c'est évidemment, voilà, peut-être pas pour le titre final, mais pour aller chercher à une place d'honneur comme Aston Villa, pourquoi pas. Donc Newcastle enchaîne par la réception de Bilbao. Après la trêve, ils enchaînent et City et un déplacement à l'OM. Ensuite, ils vont à Leverkusen. Ils affrontent le PSV en 7e journée. Et après, tu termines par le PSG. Donc, c'est bien aussi pour eux de prendre quelques points parce que tu as des matchs qui vont pas être simples à droite à gauche pour cette équipe. De toute façon, Newcastle était chapeau 4, donc c'était à peu près le poison ultime pour beaucoup de monde. Copenhague-Dortmund, avec encore une fois Dortmund qui est 4e de LDC, qui sans faire de bruit continue encore de faire des top 8, des performances hyper encourageantes, même si cette équipe, on peut le dire que c'est des fois une déception éternelle, mais ils réussissent, tu vois, à bonifier. Ils ont déjà marqué 12 buts quand même, parce que c'est vrai qu'il y a eu... En fait, ils ont marqué 4 buts à chaque fois. Le 4-4 contre la Juve, la victoire contre Bilbao 4-1, et le 4-2 ce soir contre Copenhague, une équipe qui leur a posé des soucis, mais ils ont fini par l'emporter avec un doublé d'Emencha, un penalty de Ben Sebaini, qui désormais tire les penalties à la place de Guirassy. Je sais qu'il y a beaucoup de parieurs qui sont totalement fous, mais bon, vous connaissez les paris sportifs, hein, même les buteurs, il n'y a pas de garantie absolue. Donc c'est pas évident pour eux. Et enfin, Fabio Silva qui a été recruté cet été, qui marque son premier but, je crois, en LDC. Et non, ils ont fait le job. Alors, en parlant de job, désolé pour le mauvais jeu de mots, mais Bellingham a enchaîné ce soir après, malheureusement, sa mauvaise perf dans le classiqueur et ce but donné à Olysée où il a taclé, mais finalement, il n'a pas été assez juste pour dégager le ballon. Et non, Dortmund, tu vois, qui avance masqué. J'ai l'impression que c'est
pas mal de fois leur cas ces dernières saisons. Et tu vois, ils ont un très beau bilan comptable. Ils ont fait qu'un match à la maison, donc ils vont recevoir 3 fois. Et les voir dans ce top 8, finalement, quand tu vois le top 8, il y a un monde où c'est pas loin d'être ça à la fin, quoi. Parce que PSG, oui, Inter, oui, Arsenal, oui, Dortmund, peut-être. City, il y a moyen. Le Bayern, oui. Newcastle, pourquoi pas. T'as le Real et le Barça qui, je pense, vont peut-être réussir à intégrer. Liverpool qui pourrait ne pas être top 3. C'est vrai que quand tu perds déjà un match, attention, faut serrer la vis. Et t'as des équipes peut-être, tu vois, comme Tottenham, l'OM, on sait jamais si les planètes s'alignent encore une fois, ou Chelsea qui pourrait aussi y revenir, quoi. Donc ça va être intéressant de voir ça, quoi. 5 tirs cadrés, 4 buts. C'est vrai qu'ils ont été en mode très efficace. Et pourtant, on sait que cette équipe a des fois eu des soucis de conversion d'occasion assez ubuesques. Mais là, tu vois, en plus, Adeyemi a été laissé au repos, qui est plutôt sur une belle période. T'as fait rentrer Anselmino, Ryerson, Fabio Silva, Sabitzer, Chukwuemeka. Et t'as quand même Bayer, Guirassy, Brandt. Bon, Brandt, j'avoue que je suis plus... Brandt, j'ai été dans le train, mais j'ai fini par descendre parce que ça m'embête pas mal sa trajectoire. Ça joue bien Dortmund, en tout cas offensivement, j'avais vu contre la Juve. En vrai, si je m'arrête un petit peu sur Dortmund, je trouve qu'avec Niko Kovac, c'est peut-être pas le coach qui fait le plus rêver, mais moi, Kovac, depuis Monaco, j'ai eu un coup de cœur pour cet entraîneur. Et je trouve que pour ce Dortmund-là, je vais pas dire un peu fainéant, mais comme lui, il avait eu cette poigne qui finalement avait causé sa perte à Monaco parce que les sénateurs du vestiaire ne voulaient pas d'un régime trop autoritaire et que Kovac, c'est quand même quelqu'un qui attend beaucoup de ses joueurs, de son vestiaire, de ses cadres et qui peut-être il leur en demandait trop. Et pour cette équipe de Dortmund, où tu as quand même du potentiel sympa, tu as des jeunes, tu as un vrai truc à développer, tu as un peu de profondeur de banc, tu as quelques choix peut-être encore douteux à certains moments, mais un Niko Kovac, ouais, ça me paraît être pertinent. Et même si tout n'est pas parfait, rose, abouti comme on le voudrait, bah, ça reste quand même un entraîneur qui montre des choses intéressantes, je trouve. Intéressantes, et pour le moment, il s'en sort bien avec cette équipe, quoi. Les amis, avant de parler du Barça, je crois qu'il y a un match que vous voulez tous regarder, débriefer. Ce fameux Kairat Almaty Paphos. Comment en parler? Alors déjà... j'ai vu beaucoup de gens me taguer et j'étais content parce que beaucoup de gens ont regardé ce match alors qu'à côté t'avais le Barça qui en mettait 6 à Olympiakos. T'avais un spectacle incroyable. Il y en a qui sont quand même restés sur cette rencontre. Moi j'avais le double écran et c'est vrai que le carton rouge a conditionné certaines choses, mais ce match, je le redis, c'est le Rennes-Lens de la Ligue des Champions. Paphos méritait sa victoire et pourtant tu vois 21 tirs, mais 21 tirs seulement 2 cadrés, et Almaty a été pas inspiré, faible, à manquer d'envie, alors que quand t'as un carton rouge de la 4e minute, que c'est ton moment, quoi, bah, ils ont pas su le saisir, quoi. Là, ça aurait pu être une victoire historique, parce que même si c'est contre un adversaire qui fait pas rêver, ça reste une victoire en Ligue des Champions, ça reste un moment fort pour le club, et ils sont pas su aller au bout de cette opportunité-là. Et Paphos a fait un match intelligent, a bien défendu, Paphos a très bien tiré les coups de pied arrêtés, David Luiz a vu 2 tentatives où je sais pas comment ça n'a pas terminé au fond. Il y a le but de Dragomir qui a failli marquer un but un peu fou, où il récupère le ballon, côté un peu excentré droit, il fait une frappe qui fait... poteau, dos du gardien qui rentre, donc ça aurait été un CSC, mais finalement il était hors jeu. Mais Paphos, à la fin, l'équipe qui doit pouvoir le plus de regrets, c'est eux, parce que à 11, je pense que ça finissait en victoire, parce que c'est une équipe qui tactiquement et individuellement, collectivement est meilleure, et surtout, même à 10 contre 11, ils ont eu des situations que finalement le Kairat n'a pas eu forcément, parce que tu as eu 2-3 séquences bien sûr dangereuses, et il en faut au bout de 90 minutes, mais pas non plus, tu vois, les trucs où tu t'es dit, c'est pas hold-up. Non, Paphos méritait mieux, et franchement, cette équipe, autant on peut en faire des caisses sur les petites équipes, c'est rigolo et tout, le Kairat, voilà, enfin, c'est bien de les voir, c'est bien de voir le Kazakhstan, mais pour le coup, footballistiquement, c'est, voilà, qu'a foutu le Celtic pour se faire sortir par eux, quoi. C'est quand même dingue, hein. Et Paphos, par contre, il y a un vrai truc. Je trouve que Paphos mérite de prendre ses petits points. Ils ont déjà pris un point à l'Olympiakos, là ce soir aussi. Donc ils vont affronter Monaco. Il ne faudra pas que Monaco s'attende à une partie de plaisir. Monaco sera favori parce qu'évidemment, tu préfères jouer cette équipe que le Bayern d'Arsenal tous les jours. Mais il ne faut surtout pas les prendre de haut. Parce que Paphos, il y a des joueurs que j'aime bien dans cette équipe. Bon, il y a David Luiz qui a failli marquer. Le Lucasen derrière qui est vraiment un costaud. Dragomir au cœur du jeu qui a failli marquer un but de fou. Orzic qui en a mis un très beau contre le Bayern. T'as Correa qui a fait n'importe quoi sur son carton rouge, qui a mis un pied haut
à 50 mètres de ses buts, mais c'est même au-delà de la ligne médiane, donc incompréhensible. Et non, franchement, c'est une équipe, le Paphos de Monsieur Carcedo, ça mérite d'être revu, quoi. Et enfin, le succès très très large du Barça contre Olympiakos 6-1, avec évidemment des petites choses à redire sur l'arbitrage. Vous connaissez mon envie de ne pas épiloguer, de ne pas en dire trop sur l'arbitrage, non pas que ça m'intéresse pas, c'est juste que je préfère me concentrer sur le jeu, les équipes, les joueurs, que voilà, on sait que dès que tu parles d'arbitrage, c'est polémique, des fois c'est noir ou blanc, mais des fois ça peut être un peu plus nuancé, et là pour le coup, le carton rouge qui est donné à Santiago Eze, qui a un deuxième carton jaune, c'est le genre de situation où pour moi, oui, le David Luiz de Paphos, que je cite comme ça, c'est bien le David Luiz qui a fait sa carrière Benfica, Chelsea, PSG, Arsenal, le Brésil. C'est bien le David Luiz, 38 ans, qui est revenu en Europe pour ce challenge à Chypre. Et comme je vous dis, le Santiago Eze qui prend un carton jaune pour une simulation assez grossière de Casado, deuxième jaune donc rouge, mais la VAR ne peut pas revenir sur un deuxième carton jaune. Elle peut revenir sur un carton rouge direct, mais pas sur un deuxième carton jaune. Et ça, c'est peut-être le petit point de règlement qu'il faudrait corriger. Alors, est-ce que l'arrivée du carton vert qu'on a vu utilisé lors de la Coupe du Monde de U20 pourrait être une solution? En tout cas, je trouve que c'est disproportionné par rapport au timing et aux trucs qui pénalisent trop l'équipe. Et c'est des détails, mais des fois, les matchs peuvent basculer sur ça. Alors, évidemment, peut-être que le Barça, à 11 contre 11, l'aurait emporté. Mais voilà, c'est le genre de petit truc qui fait tourner le match en défaveur de l'Olympiakos, qui peut être un peu fâcheux. Et surtout, je parle de ce cas sur ce match, mais plus globalement, quand tu as des cartons jaunes comme ça qui sont des problématiques, je me dis que j'aurais bien aimé, tu vois, pouvoir intervenir, pouvoir corriger ça, parce que je trouve que c'est trop sévère et que ça pénalise trop l'équipe, quoi. Alors pourtant, la simulation de Casado, elle est un peu grossière. En gros, c'est un duel, et tu sais, t'as une espèce de main baladeuse, mais la main, je suis même pas sûr qu'elle le touche, peut-être elle effleure, et Casado, tu sais, direct qu'il se prend la main, enfin, son visage entre ses mains qui tombe. Ah non, là, franchement, c'est dur, quoi. Et sinon, oui, on a vu un Rashford qui est le joueur le plus décisif, je crois, de LDC, avec déjà impliqué sur 5 buts, qui est en très grande forme, qui revient très bien. Après, Rashford, de toute façon, enfin, on sait depuis ses premiers pas avec Manchester United que c'est un joueur, je ne vais pas dire spécial à part, parce que sinon vous allez me dire, oh, tu dis ça pour tous les attaquants, tous les footballeurs, mais Rashford, c'est quand même un mec qui nous a montré dès le début, et sur certaines séquences, lors du restart après le Covid, que tu vois, c'est un vrai bon attaquant. Et à Aston Villa, on a vu également de belles choses. Oui, c'est vrai qu'Mbappé a ça aussi. Mbappé, il est aussi décisif que Mbappé. C'est vrai, pour être tout à fait précis. Mais Rashford, évidemment, tu le mets dans un bon projet. Bah oui, ça peut redémarrer. Le Barça de Flick, c'est un projet idéal. Non, franchement, ce qu'il montre, c'est très intéressant. Et tant mieux pour le Barça qui a récupéré une solution offensive à moindre coût, parce qu'entre le prêt, la prise en charge du salaire, peut-être le transfert, c'est une opération qui peut chiffrer, mais ce Rashford-là, je le trouve quand même assez intéressant. Et tu vois, pareil, je ne vais pas dire qu'il y a la culture de l'instant, mais moi j'avais dit, fin août, dans hors-jeu, c'est pas mal, le Rashford, tu vois, de le récupérer, ça va être un attaquant supplémentaire pour Flick, ça va être un truc en plus, et on a dit, ce début de saison n'est pas bon. C'est comme Gvara quand il arrive au PSG, on peut pas juger un joueur au bout de 2-3 matchs, quoi. Laissez-le vivre un petit peu, s'adapter. Et entre le double à Newcastle, la passe D contre le PSG et le match de ce soir, ouais, c'est un très très bon Rashford. Très clairement, en Ligue des Champions, il trouve de bonnes sensations. Et alors Fermin, que dire de Fermin Lopez, qui évidemment met une distance à Dani Olmo, qui n'est plus que l'ombre de lui-même en ce moment. Et Fermin, depuis, j'ai l'impression, les JO avec l'Espagne, quand il a été champion olympique et qu'il a eu vraiment un apport dans la surface et dans la zone de vérité assez bluffant, j'ai l'impression qu'il y a un déclic chez ce gars où à chaque fois qu'il arrive un peu lancé dans les 30 derniers mètres, il trouve une solution, que ce soit un relais avec son attaquant, même Rashford, il réussit à faire de belles choses, ou même lui-même, où il va réussir à s'offrir des angles de tir, à prendre sa chance, à ne pas... Il ose provoquer, il ose tenter, et finalement il est récompensé. Et ce triplé, c'est très très bien pour lui, parce que ça va le mettre un peu plus en lumière. Alors au Barça, t'as tellement de joueurs incroyables, à commencer par Pedri, Yamal, Rafinha quand il reviendra, mais Fermin, en vrai de vrai, tu vois, après Gavi, après tout ça, tu vois quand même un sacré gamin qui est plein de spontanéité, et j'aime beaucoup son style. Ouais. C'est vrai que c'est peut-être encore un jeune joueur pour ce que tu dis au niveau des creux, que c'est un joueur qui n'a pas encore trouvé tout à fait ce rythme de croisière. Tu vois, 22 ans,
ça reste encore une fois, ouais, super, super jeune, quoi. Il lui faut un petit peu plus de continuité, mais là, tu vois, il a une petite blessure, il est bien revenu, et j'aime beaucoup son attitude sur les 3 buts où il va vraiment. Il se dit, ok, j'ai Yamal là, j'ai Rashford là, j'ai Draw qui est derrière, qu'est-ce que je fais? Et finalement, il se dit, allez, c'est à moi de jouer, et il n'hésite pas à prendre ses responsabilités, et ça me plaît beaucoup dans l'attitude parce qu'au Barça, on attend ça de ta part. Flick, il en demande beaucoup, c'est de la personnalité, c'est d'oser, et ce Firmine là est vraiment pas mal. Ouais, Draw, c'est bien. Draw, c'est franchement le relais qu'il a pu faire sur le troisième but. C'est un peu comme Robinho Vaz, tu vois. C'est quand tu es un jeune joueur, c'est bien d'avoir des opportunités en pro, mais quand tu fais les choses simples, que tu décales et que tu as compris ce qu'on attendait de toi, c'est parfaitement exécuté. J'aime beaucoup cette séquence. T'as Ronny Bardi aussi sur le cinquième but, sur le triplé de Firmine qui fait un boulot fantastique, où vraiment il va réussir à servir Firmine, et Bardi qui fait vraiment beaucoup de dégâts sur le côté. Donc assez propre à séquence. J'ai bien aimé le match de Baldé qui a montré de très belles choses. Donc non, c'est vrai que c'est un match qui arrive au bon moment. Au-delà de Gérone et du scénario où tu gagnes à la dernière minute, tu gagnes largement et tu as un classico qui arrive, donc il va être intéressant. Comment tu le sens? C'est toujours des matchs spéciaux. On peut se dire que le Barça va souffrir défensivement parce qu'on a vu contre le PSG, contre d'autres équipes, Séville, que ça a été des lacunes criantes. Mais on a vu aussi que le Real, dans son premier gros test, c'était face à Atlético et qu'ils en ont pris 5. Donc attention. Attention parce que ça peut jouer, sincèrement je le pense, dans la tête de beaucoup, des deux côtés. Mais c'est un match qui va être très ouvert et j'aime bien le mood des derniers classicos où on voit beaucoup d'espace, on voit des buts spectaculaires. On a vu des 5-2, des 4-0, on a vu que c'est parti dans tous les sens. Moi, je vois petit avantage au Barça parce que l'an dernier, ils ont fait très fort. Ils ont un petit ascendant psychologique sur l'adversaire. Et je te dis, le Real, pour l'instant, ils n'ont pas encore beaucoup de références sous Xabi Alonso dans les gros matchs. Ils n'en ont même aucune. Après, il n'y en a pas eu beaucoup, donc il faut aussi pouvoir se tester. Mais je donne, allez, 55 Barça, 45 Real. Je te le dirai comme ça. Mais on va voir. Ouais, après, ça peut jouer aussi sur les trucs comme le gardien, quoi. C'est vrai que l'absence de Garcia, elle est pénalisante. Et Chesney, merci pour les photos dans le vestiaire avec le gros cigare, mais ça va pas suffire pour performer au but, quoi. Ça, c'est clair et net. Et non, après, je suis content parce que El Kabi a marqué et que c'est un attaquant qui a beaucoup performé en Europa et conférence, donc il est récompensé. Et malheureusement, notre ami Lorenzo Scipioni, le très bien nommé, qui n'est pas rentré ce soir, qui n'a pas été à la fête, qui n'a pas participé à cette fête, quoi. On n'a plus de gardien, c'est un tir, un but. C'est peut-être une problématique. Ouais, c'est vrai que 5 tirs, ouais, c'est vrai que ça peut être assez fâcheux, quoi. Mais non, le Barça, tu te rends compte que, ouais, il y a Yamal, il y a Rafinha qui est absent, t'as Lewandowski aussi, mais t'as aussi d'autres joueurs qui peuvent réussir à tout moment. Rashford en plus, Firmine qui progresse. Non, tu te dis que franchement, pour Hansi Flick, ça va être intéressant à voir la compo parce que ouais, là, t'as reposé De Jong, t'as Rojo qui était pas là. Ça va être intéressant de voir les choix. Peut-être on peut imaginer, ouais, Yamal, Lopez, Fermine en 10, Rashford à gauche, Torres dans l'axe, De Jong, Pedri, tu vas avoir sans doute Koundé. Est-ce que ça va être Koubarsi, Garcia ou est-ce que ça va être Koubarsi, Rojo, Baldé, Chesney? Je pense qu'on a à peu près le 11, ouais. Je pense que ça va être ça, quoi. Si Xabi Alonso travaille le piège du hors-jeu, je ne vois pas trop comment le Real ne veut pas l'emporter cette fois-ci perso, du moins je l'espère. Ouais, mais quand je te dis, on a vu des séquences. Après, c'était aussi des longs ballons, c'était coups de pied arrêtés. Si le Barça a bien travaillé ça, s'ils peuvent aller chercher la naïveté défensive du Real qui a été montrée en exemple. Après, on sait que le Real en championnat et en Ligue des Champions a fait quasiment carton plein. Donc, ça va être intéressant. Ça va être un match sympathique à voir, quoi. Le Real peut s'en permettre d'en prendre 3 avec ses défenses hautes et Güler, Vini, Mbappé. Tu peux aller en mettre 4-5. Tu peux, mais toi aussi tu peux en prendre. Hein, parce que. Non, en tout cas, ça va être un match spectaculaire. Et j'ai hâte de le voir dimanche 16h15. Rendez-vous pour ce classico. Du coup, demain, comme d'habitude, on se retrouvera pour le petit débrief des matchs de la journée. Donc, on commence à 18h45 avec Bilbao Karabag et Galatasaray Bodo Glimt. C'est pas mal parce que ce sont des matchs qui ont peut-être donné envie aux gens de voir un peu à quoi ressemble Bodo Glimt, qui est pas dans le gros multiplex, ou Karabag, la surprise qui se déplace à Bilbao. Ça va être pas mal. Sinon, à 21h, on a Chelsea-Ajax, Real-Juve, deux clubs français avec Sporting Marseille et Monaco-Tottenham. L'OM qui doit confirmer sa belle forme et surtout se rapprocher de la qualification parce qu'on peut déjà commencer à l'évoquer.
Si tu fais 6 sur 9 avant d'affronter l'Atalanta, tu peux prendre une option sympathique. Donc l'Atalanta qui, elle, de son côté, affronte le Slavia Prague. T'as l'Eintracht Francfort qui reçoit Liverpool. Attention Liverpool, 4 défaites de suite, toutes compétitions confondues, qui va de nouveau avoir un beau morceau, même si Francfort peut être parfois irrégulier. Ça reste quand même une équipe assez spectaculaire par moment, qui va proposer quelque chose. Et ensuite le Bayern Club Bruges, donc le Bayern qui est sur un perfect absolu et qui reçoit nos amis belges. Donc ça va être assez intéressant de voir ça, quoi. Et oui, les 2 buts de Rashford sont fantastiques. Enfin, les 2 buts de Rashford sont beaux. C'est un mec qui est en pleine confiance, qui retrouve de belles sensations. Donc tu sens que pour le Barça, quand je dis, hein, quand j'ai vu son recrutement, certains étaient là, est-ce que ça pouvait pas être Nico Williams, est-ce que ça pouvait pas être peut-être Luis Diaz, est-ce que ça pouvait pas être Leao? Finalement, Rashford, il y a un compromis. C'est peut-être le plan B, mais le plan B, il a quand même de la gueule, quoi. Je trouve qu'il est assez sympa, surtout quand tu vois comment Unai Emery, Aston Villa l'ont remis un petit peu en jambes. Il suffisait qu'il trouve un bon projet. Et là, quand tu vois, Rashford, il est entouré de tellement de cracks. Lui, il est hyper content de son choix. Enfin, il doit s'éclater. Il doit se dire, je suis bien retombé après cette période où finalement, il a été mis de côté à Manchester United par Ruben Amorim. Les amis, merci à vous. On arrive au bout de ce débrief Ligue des Champions. Première partie pour la 3e journée. On se retrouve demain pour la suite et débriefer encore une fois tous ces matchs, les rencontres de l'OM, de Monaco, ainsi de suite, et continuer à se projeter. Merci à vous tous pour vos messages. N'hésitez pas, encore une fois, à aller mettre des likes, des commentaires, à vous abonner sur YouTube, sur les différentes plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer. On est un petit peu partout. Et moi, je vous dis à très vite. À demain, du coup, même rendez-vous, même heure, à peu près 23h, pour débriefer cette 2e soirée de Ligue des Champions. Salut à tous les amis!